L'histoire commence dans une école apparemment normale où plusieurs élèves traversent la cour. À l'intérieur de l'école, nous arrivons à la cafétéria où de nombreux élèves déjeunent. Un garçon dort à une table jusqu'à ce que son ami Joufflu arrive avec de la nourriture et l'appelle Gavin Clark. Son ami essaie de le réveiller et lui dit qu'il a apporté de la nourriture pour qu'il puisse manger. L'ami pense que le garçon est fatigué parce qu'il est resté debout tard à parler avec Senia Scott. Se réveillant confus, le jeune homme se demande où il est et remarque une très bonne odeur dans l'air. Il regarde le plateau et voit un repas complet avec du riz et du poulet, l'air surpris. Soudain, le garçon se lève d'un bond et crie pour que tout le monde entende que c'est de la vraie nourriture. Le garçon fixe maintenant les assiettes, bavant de faim, et son ami est surpris par sa réaction. Sans hésiter, il commence à dévorer la nourriture sur la table comme un animal sauvage. L'ami Joufflu lui demande de se calmer, sinon il finira par s'étouffer. Il se met ensuite en colère car il se rend compte que le protagoniste mange sa propre nourriture. Après avoir tout mangé, le garçon apparaît le ventre plein et dit qu'il est enfin de retour. Avec un air sérieux, il pense qu'il n'arrive pas à y croire, mais il semble qu'il soit vraiment revenu à la vie. Son ami lui demande s'il est rassasié et s'il était un fantôme affamé dans sa vie antérieure. Le protagoniste répond qu'il a en effet été réincarné d'un fantôme terrassé par la faim. Avec un sourire glacial, il révèle que dans une apocalypse de glace, il est mort de faim. L'ami ne comprend rien et lui demande si sa petite amie a rompu avec lui pour qu'il agisse ainsi. Le garçon pose alors une main sur l'épaule de son ami pour le calmer et lui expliquer la situation. Il dit que Yaneo Parker est en vie et que maintenant ils peuvent tout recommencer et tout récupérer. Yaneo est confus et demande à son ami d'arrêter d'être bizarre, car bien sûr qu'il est en vie. Le protagoniste demande alors la date, et son ami répond que c'est le 8 août 2024. Le garçon explique que dans un demi-mois, le monde entrera dans une ère glaciaire à cause d'un blizzard de 3 mois. Son ami trouve ça ridicule puisque c'est le milieu de l'été et lui demande s'il a des problèmes. Le jeune homme dit qu'il a besoin d'aide, et Yaniel répond qu'il fera n'importe quoi pour leur amitié. Alors, le protagoniste demande à emprunter 1 milliard, et son ami recrache sa boisson sous le choc. Le garçon Joufflu lui demande s'il est sérieux, et le jeune homme confirme qu'il est tout à fait sérieux. Yaniel refuse sur le champ, disant que même s'il vendait son propre père, il ne pourrait pas obtenir 1 milliard. Le protagoniste lui demande à quel prix il vendrait son père, et Yaniel estime à environ 500 millions au maximum. Le garçon s'énerve et crie que c'est Yaniel qui vend son père, le traitant de sans cœur. À ce moment-là, un couple passe devant eux, et le garçon blond dit qu'il a réservé un salon privé pour eux deux. Les deux amis regardent alors en direction du couple qui vient de passer. Ce type, Zach, dit qu'il va montrer à Xenia quelque chose de grand après le dîner, et elle aime l'idée. Yanual reconnaît la fille comme étant Xenia et fait remarquer qu'elle trompe son ami avec Zach Young. Le couple se retourne alors et se retrouve face aux deux garçons qui sont là, à tout regarder. Xenia est choquée et demande ce que Gavin fait là, avec un air stupéfait. L'ami Joufflu se met en colère et dit que Gavin a économisé pour lui acheter des vêtements chers. La fille s'en fiche et dit qu'elle n'expliquera rien, car c'est exactement ce que ça semble être. Le protagoniste a un flashback de sa vie antérieure où il a pris soin d'elle après qu'elle ait été abandonnée. Il se souvient qu'elle l'a trahi plusieurs fois et qu'il est mort de faim à cause d'elle. Son ami essaie de convaincre Gavin de partir puisque la fille ne s'en cache même plus, mais le garçon dit qu'il n'est pas pressé. Yaniel est confus et demande pourquoi il resterait, car rien que de la regarder le rend malade. Zach se moque du protagoniste, disant que Xenia l'a traité de peau de colle, et il semble qu'elle avait raison. La jeune femme dit alors à Gavin d'arrêter de la déranger, et que tout ce qu'il a fait était du harcèlement, et qu'elle le trouve dégoûtant. Avec un air sérieux, le protagoniste demande si l'on finit de parler. Le garçon blond lui demande s'il ne va pas partir, et Xenia dit que même s'il se mettait à genoux, elle ne le reprendrait pas. Son ami essaie de l'entraîner, mais Gavin demande 5 minutes de plus pour régler la situation. Yanel ne comprend pas pourquoi et se demande pourquoi un gars bien comme lui ne voit pas qui elle est vraiment. Zachary et dit qu'il adorerait voir les tours du garçon en 5 minutes, et si c'est divertissant, il lui donnera un prix. Sans hésiter, le protagoniste donne une gifle violente au garçon blond. La fille est choquée par la scène et crie désespérément le nom de Zach. L'ami et tout le monde autour restent bouche bée devant ce qui vient de se passer. Se tenant le visage, le garçon blond devient furieux et demande comment le garçon ose le frapper. Zach lève alors le poing de colère et s'apprête à riposter. Il crie qu'il va en finir avec le protagoniste, mais le garçon aux cheveux sombres reste calme et immobile au même endroit. Avant que le garçon blond ne puisse faire quoi que ce soit, Gavin le frappe d'un coup de pied au visage et lui dit de dégager. L'ami Joufflu est impressionné par la force de son copain et se demande à quel point il est fort. Avec Zach au sol, Xenia accourt, inquiète, pour voir s'il va bien. Elle crie sur Gavin, lui disant qu'il a de gros ennuis pour avoir touché à l'héritier d'une grande société. Le garçon blond se relève et dit qu'il est ceinture noire de taekwondo et qu'il ne perdra pas contre un voyou. Sans même laisser le temps au garçon blond de réagir, le protagoniste lui assène un autre coup de poing et le traite de déchet. Il pense que l'apocalypse a été une chance d'apprendre à se battre, et que s'occuper d'un type comme ça est facile. Son ami est choqué par la force de son copain et lui demande depuis quand il est devenu si fort. La fille devient furieuse et crie que le garçon regrettera d'avoir blessé Zach.
Elle dit alors au protagoniste de se mettre à genoux et de s'excuser, sinon elle ne lui pardonnera jamais. À bout de patience, le garçon gifle la jeune femme et lui demande pour qui elle se prend. Le garçon blond se relève, furieux, et menace de détruire le protagoniste, disant que ce sera aussi facile que d'écraser une fourmi. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le protagoniste le frappe d'un uppercut au menton. Saisissant l'opportunité, le garçon aux cheveux sombres attrape rapidement quelque chose dans la poche de la veste du blond. Il révèle alors une bombe aérosol et dit qu'il savait qu'il trouverait ça sur lui. Le garçon blond crie désespérément et dit au protagoniste de lui rendre l'objet immédiatement. Avec un sourire narquois, le garçon aux cheveux sombres demande à combien de filles il a déjà fait du mal en utilisant cet objet. L'autre garçon nie tout et essaie de récupérer l'aérosol, disant qu'il ne sait pas de quoi il parle. Sans perdre de temps, le protagoniste pulvérise tout le contenu de la bombe au visage du garçon blond. Il commence à crier de douleur, et la fille accourt, inquiète, pour voir ce qui s'est passé. Elle demande ce qui ne va pas, mais le garçon blond lui dit de s'éloigner et de rester loin de lui. Les yeux du garçon deviennent étranges, et il semble avoir complètement perdu la tête. Il se retourne alors et attrape la fille à côté de lui avec un regard fou. Complètement hors de contrôle, le garçon aux cheveux blonds finit par déchirer la robe de la jeune femme devant tout le monde. La fille panique et lui crie d'arrêter car ils sont au milieu de la cafétéria. La fille crie désespérément à l'aide pendant que Zach continue de l'attaquer sans contrôle. Le protagoniste annonce que les 5 minutes sont écoulées, et son ami est toujours sous le choc de la scène. Il explique que l'aérosol contenait une substance qui fait perdre les sens à une personne et la transforme en bête. Son ami s'inquiète pour la police, mais le garçon dit que Zach ne risquerait pas d'être démasqué. Et aussi, étant très fier, l'héritier du groupe Dragon essaierait de se venger par lui-même. Yaniel est d'accord et dit que, vu sa personnalité, il réglerait ça en privé. En quittant la cafétéria, le garçon joufflu demande où ils vont maintenant. Avec un sourire, le protagoniste répond qu'il va vendre sa maison. Ils arrivent bientôt dans une agence immobilière, et l'ami semble très inquiet à cette idée. Il remet en question la vente de la seule maison de ses parents, mais le garçon est complètement décidé. Le jeune homme pense qu'avec l'argent, il doit faire des réserves de provisions pour l'apocalypse. L'agent immobilier lui tend les papiers et commente qu'il n'y a pas d'urgence à vendre avec des prix si élevés. En quittant les lieux, l'ami demande quel sera leur prochain arrêt. Le protagoniste annonce alors avec un sourire que c'est maintenant le moment de dépenser de l'argent. Peu de temps après, les deux amis arrivent dans un très grand supermarché. Le garçon commence à demander à l'employé 1000 unités de farine de riz et d'huile, et il demande aussi 10 000 unités de chaque conserve sur l'étagère. Le vendeur est complètement choqué par la commande et demande si monsieur est sûr. Le jeune homme confirme et son ami plaisante, lui demandant s'il ouvre son propre supermarché. Puis il demande si le magasin fait des livraisons, et l'employé répond que oui, il s'occupe de tout. Le garçon demande si la famille de son ami a un entrepôt, et Yaniel se demande s'il va tout y stocker. Le jeune homme demande alors à emprunter l'entrepôt et l'adresse pour pouvoir aller acheter plus de choses. À ce moment-là, deux filles apparaissent dans le supermarché, Isal, observant les garçons. Elles le reconnaissent et se moquent de lui parce qu'il s'est fait tromper, se demandant comment il peut se permettre de faire ses courses à cet endroit. Ensuite, il commande 5 ordinateurs dernier cri, 10 téléviseurs et des consoles de jeux vidéo. Le garçon pense qu'avec l'apocalypse, le divertissement sera essentiel pour passer le temps. L'employé est super excité et le nomme le plus gros client de l'année, laissant les deux autres choqués. Les filles sont choquées par le coup et se demandent comment un pauvre type comme lui a autant d'argent. Le protagoniste a ensuite demandé de faire emballer tous les appareils électroniques dans les vestes d'IV. La fille aux cheveux violets se demande s'il est vraiment pauvre puisqu'il a déjà dépensé plus de 1 million. Elles en concluent que c'est un homme riche déguisé et que c'est une énorme opportunité pour elle. Le garçon pense qu'il est presque prêt pour l'apocalypse, et qu'il doit maintenant se concentrer sur quelque chose de plus important. Une voix féminine le salue, et le garçon la reconnaît instantanément avec un air sérieux. Les deux s'approchent et le complimentent, disant qu'il est soudainement devenu beaucoup plus beau. Il se souvient que pendant l'apocalypse, elle dirigeait des voyous et l'ont volé une fois, le laissant presque mourir de froid. Celle aux cheveux violets lui demande pourquoi il est si silencieux et l'invite à manger un morceau. Le garçon accepte l'invitation et demande à son ami de ramener les affaires pendant qu'il s'occupe de quelque chose. Les filles célèbrent le fait que l'idiot a accepté et prévoit de dépenser tout son argent dans un restaurant chic. Le protagoniste dit qu'il meurt de faim et quitte le marché avec les deux filles. Peu de temps après, le trio arrive devant un bâtiment qui semble très cher et luxueux. Les filles l'emmènent au restaurant, et il fait semblant d'être surpris par l'apparence chère de l'endroit. Une fois à l'intérieur de l'endroit chic, l'une des filles demande au garçon ce qu'il pense de la nourriture. En regardant le menu, le protagoniste fait semblant d'être choqué et demande si ce n'est pas un peu trop cher. Les deux scènes fichent et disent que s'ils ne commandent rien, elles commanderont pour elles-mêmes. Celle en robe verte commande alors à la serveuse tous les plats les plus chers du menu. 1 heure plus tard, la fille aux cheveux violets dit qu'elle est super rassasiée, car elle n'avait pas mangé autant depuis longtemps. Elle demande à Gavin comment était son repas, et il répond que c'était super mais qu'il doit sortir un instant. Le protagoniste se lève alors de table et se dirige calmement vers la réception. Là,
Il ignore l'addition et leur demande de préparer 100 tables avec les mêmes plats pour dans 10 jours. L'employé reste bouche bée face à la demande et demande si monsieur en est sûr. Le garçon tend simplement une carte VIP à la fille et dit qu'il peut tout payer à l'avance. Il se souvient avoir mangé de la nourriture en conserve pendant l'apocalypse et veut s'assurer de la bonne nourriture pour l'avenir. Les filles pensent qu'il est allé payer et le traitent d'idiot riche, prévoyant d'aller acheter des sacs à main après. La réceptionniste confirme l'énorme commande puis demande l'addition pour leur table. Avec un sourire victorieux, le jeune homme reprend sa carte et dit qu'elles peuvent payer pour elles-mêmes. Il pense qu'il a dépensé presque tout l'argent de la maison, et que c'est maintenant le moment de faire des prêts. Le garçon commence alors à consulter divers sites de prêts en ligne sur son téléphone. En marchant dans la rue, il se réjouit d'avoir obtenu 2 700 000,0 de 36 entreprises. Soudain, le téléphone portable du protagoniste se met à sonner, et le nom de Sharon apparaît à l'écran. À l'autre bout du fil, la fille crie furieusement en demandant où diable il est passé. Au téléphone, le garçon dit qu'un imprévu est survenu et qu'il est déjà sur le chemin du retour. Avec un sourire moqueur, il demande alors pourquoi ce serait à lui de payer l'addition. À l'autre bout du fil, la fille crie que c'est lui qui les a invités à manger. Le jeune homme rétorque qu'il ne les a jamais invités et que ce sont elles qui l'ont traîné là-bas. Celle aux cheveux violets devient furieuse et lui demande s'il s'attend à ce qu'elle paie pour cette nourriture si chère. Il se moque d'elle et leur demande pourquoi elles se plaignent du prix si elles ont insisté pour commander les plats les plus chers. Un homme dans le restaurant les traite de honte et dit que Gavin est un perdant qui ne peut pas payer. Elle demande alors à la réceptionniste s'il est vrai qu'il a commandé 100 tables, et la fille le confirme. Désespérée, la fille supplie Gavin de revenir payer les factures puisqu'il a tant d'argent. Le garçon raccroche et dit qu'il ne paiera pas pour 2 gamines gâtées comme elle. Les filles paniquent car elles n'ont pas d'argent, et le gérant les informe qu'ils ne font pas crédit. En colère, la fille décide d'appeler un certain Hunter pour donner une leçon au protagoniste. Pendant ce temps, le jeune homme arrive devant un magasin de loterie avec un plan en tête. Il se souvient avoir gagné à la loterie dans sa vie antérieure, et que maintenant il peut gagner beaucoup plus. Utilisant sa mémoire du passé, le garçon remplit le billet avec les numéros qu'il sait gagnant. Tenant le billet, il dit qu'il n'a plus qu'à attendre 2 jours pour les résultats. Le protagoniste retourne ensuite à l'entrepôt et trouve son ami Yaniel par terre. Le garçon joufflu se plaint d'avoir été abandonné, mais son ami lui promet de l'emmener s'amuser. À l'intérieur de l'entrepôt rempli de boîtes, son ami demande à quoi bon dépenser autant. Le jeune homme explique que pendant l'apocalypse, ses provisions sauveront des vies et demande à Yaniel de lui faire confiance. Son copain dit que si le garçon n'avait pas l'air si normal, il penserait que son ami est devenu fou. Le protagoniste sourit et dit qu'il n'y a pas d'urgence, car dans quelques jours, le garçon joufflu le croira. Soudain, des types étranges apparaissent, et l'un d'eux demande s'il est bien le dénommé Gavin Clark. Le jeune homme confirme son identité et demande s'ils sont les sbires d'un homme nommé Hunter. Un chauve avec une batte l'accuse d'avoir embêté la femme de Hunter et le traite d'audacieux. L'ami joufflu prend peur et menace d'appeler la police alors que les voyous les encerclent. Le chauve se moque et le met au défi d'appeler, pour voir qui arrivera en premier, la police ou lui. Le protagoniste intervient alors et dit à son ami qu'il n'a pas besoin d'appeler les autorités. Les voyous rient de l'attitude du jeune homme et le traitent de lâche pour ne pas vouloir impliquer la police. L'ami joufflu essaie de négocier et dit que son père est le directeur d'une grande entreprise de construction. Le chauve reconnaît le nom et dit qu'il ne le touchera pas, mais que leur cible est Gavin. Désespéré, son copain crie au protagoniste de fuir pendant qu'il essaie de retenir le type. Un garçon blond pousse un ami joufflu, et le chauve s'apprête à attaquer le jeune homme avec une batte de baseball. Terrifié, l'ami joufflu crie désespérément le nom de Gavin en regardant la scène. Le protagoniste arrête la batte d'une main et dit que l'attaque était lente et que le type ne cesse jamais entraîné. Ensuite, il lui assène un puissant coup de pied dans le ventre, ce qui fait lâcher la batte au chauve. Le grand type crache un peu de sang et demande comment le petit morveux a osé faire ça. Le jeune homme ramasse la batte par terre et frappe violemment le sbire en plein visage. Le coup est si fort que la batte s'écrase dans la bouche du chauve, le laissant sous le choc. Les autres sbires ont peur et disent que le gamin est impitoyable car il a complètement neutralisé le chauve. La batte sur l'épaule, le protagoniste sourit et défie tous les autres de l'attaquer ensemble. Pointant les sbires du doigt, il les dévisage avec un regard plein de confiance et de détermination. Le garçon blond crie alors à ses copains de tout donner et d'en finir avec le gamin. Avec des mouvements rapides et précis, le jeune homme met à terre tous les voyous et semble s'amuser. L'ami joufflu est choqué et se demande si c'est toujours le même Gavin qu'il connaissait. Avec tout le monde au sol, le garçon demande si 100 est assez, et les sbires se rendent sur le champ. Il exige alors 100 000 de chacun d'eux, et le garçon blond crie que c'est de l'extorsion. À bout de patience, le protagoniste assène un autre coup au visage du voyou qui crie de douleur. Le garçon menace de leur briser les jambes s'ils ne se dépêchent pas de faire le virement. Un peu plus tard, le téléphone du jeune homme reçoit une notification pour 600 000 sur son compte. Il pense qu'il n'est pas cruel, mais que l'apocalypse a changé sa mentalité pour toujours. Le protagoniste serre son ami dans ses bras et dit qu'il va l'emmener dans un endroit vraiment excitant. Les deux arrivent dans une boîte de nuit pleine de lumière, avec plusieurs personnes dansant sur la piste. L'ami joufflu adore l'endroit et dit que c'est parfait pour se détendre après tant de problèmes.
Le garçon va au bar et dit à la fille qu'il cherche le patron pour une livraison. Soudain, les deux amis marchent dans un couloir bordé de plusieurs gardes de sécurité en costume. Yaniel est terrifié, et le protagoniste lui demande si la situation est excitante ou non. Le garçon joufflu dit que son cœur bat la chamade, et que ce n'est pas le bon genre d'excitation. Les gardes de sécurité se mettent à crier que Monsieur Lo est arrivé, ce qui rend son ami encore plus tendu. Ils se tiennent alors devant un homme de dos, qui a de longs cheveux violets. L'homme se retourne, se révélant être un vieil homme qui demande s'ils sont là pour une livraison. Le protagoniste dit que c'est la première fois qu'ils se rencontrent et qu'il est venu après avoir entendu parler de la livraison. Monsieur Lo demande alors où se trouve la marchandise, car ils sont tous les deux les mains vides. Avec un sourire, le garçon dit qu'ils sont la marchandise, et le vieil homme trouve la situation amusante. Mais soudain, le patron devient sérieux et ordonne à ses gardes de sécurité armés de détenir les deux jeunes hommes. L'ami Potelé panique et essaie d'utiliser le nom de son père pour se sortir de ce pétrin. Il demande quel genre de marchandises il livre, et le jeune homme explique que ce sont leurs organes. Yaniel est encore plus désespéré et crie comment son ami peut s'attendre à ce qu'il ne panique pas. Le jeune homme défie alors le patron et demande si le célèbre Monsieur Lo n'ose pas acheter. Il fait alors une offre, disant que pour 10 millions, tous ses organes appartiendront au vieil homme. Le patron fait une contre-offre et propose 5 millions, disant que le prix du marché est bas. Le garçon accepte et demande l'argent d'abord, promettant de livrer le corps dans 3 jours, et le vieil homme est d'accord. Monsieur Lo ordonne alors à l'un de ses hommes de main d'apporter les contrats pour que les deux les signent. Le protagoniste demande pourquoi il n'y a qu'un seul contrat et en demande un autre pour son ami, qui refuse immédiatement. Ignorant les protestations, le jeune homme dit au garde de sécurité de ne pas l'écouter car il vend bel et bien. Le garde de sécurité force alors le garçon Potelé à signer le contrat sous la menace d'une arme. En quittant les lieux, son copain crie sur son ami, le traitant d'inhumain pour l'avoir vendu. Le garçon lui dit de ne pas s'inquiéter, mais l'ami Potelé dit que Lo est un dangereux chef de gang. Avec un air sérieux, le jeune homme révèle que dans 3 jours, ce type, Lo, aura disparu. Son ami ne le croit pas, mais le protagoniste dit qu'il va lui faire croire à l'apocalypse. Devant un grand manoir, un agent immobilier demande si le garçon est sûr de ne vouloir louer que cette maison-là. Il confirme avec une certitude absolue et dit à la femme qu'aucune des autres ne l'intéresse. L'ami Potelé ne comprend rien et demande pourquoi il loue soudainement un manoir. Le protagoniste se souvient que dans sa vie passée, ce manoir était l'endroit le plus sûr pendant l'apocalypse. Il décide alors que puisqu'il est mort là-bas dans sa vie passée, sa nouvelle vie commencera à ce même endroit. L'agent immobilier prévient que le propriétaire ne veut pas louer, mais le garçon offre le double du prix de la location. Malgré cela, elle dit que ce n'est pas une question d'argent, et il augmente l'offre à 5 fois le prix. Avec un sourire, le jeune homme offre 10 fois le loyer et dit qu'il peut payer le premier mois tout de suite. Excitée, la femme garantit qu'elle lui obtiendra la maison, même si elle doit supplier le propriétaire. Il dit ensuite qu'il a une condition, il veut rénover complètement la maison avant d'éménager. Soudain, une femme plus âgée apparaît, disant à Senja de saisir sa chance avec ça. L'ami Potelé est surpris de voir la fille là et se demande ce qu'elle fait. Le garçon explique que c'est simple et que ce Zakyung a un manoir dans ce quartier. Xenia prend une expression de colère et de mépris en voyant son ex-petite amie debout là. Elle lui crie dessus et l'accuse de la harceler à nouveau après ce qui s'est passé la dernière fois. La mère de la fille s'en mêle et dit que sa fille ne serait jamais intéressée par un étudiant pauvre et sans avenir. Le protagoniste s'énerve et demande si elles sont idiotes et qui pourrait bien les harceler. Avec un sourire moqueur, il dit qu'elles peuvent le condamner autant qu'elles veulent, mais louer une maison n'a rien à voir avec elle. Xenia se moque du garçon et doute qu'il ait l'argent pour payer les 20 000 de loyer par mois. À ce moment, l'agent immobilier revient et annonce que tout est réglé et que le loyer est de 25 000. La mère de Xenia est choquée et n'arrive pas à croire que le pauvre garçon a vraiment loué le manoir. La fille se moque de lui et dit qu'il est inutile qu'il essaie si fort d'être près d'elle car elle ne veut pas de lui. Le protagoniste et son ami pensent que la fille est complètement folle et délirante de penser cela. Sa mère dit que le loyer est bas et que cela ne le qualifie pas pour courir après sa fille. L'agent immobilier leur rappelle que l'offre était de 10 fois le prix, et le garçon accepte de payer immédiatement. La mère et la fille sont sans voix et doutent qu'il ait 250 000 à payer. Imperturbable, le jeune homme fait le virement sur le champ et montre le reçu sur son téléphone. L'agent immobilier lui remet les clés et dit que la maison est à lui pour la rénover comme il le souhaite. La mère se demande si le garçon vient d'une famille riche, et Xenia dit que c'est impossible, et qu'elle va enquêter. En marchant dans la rue, le protagoniste demande si son ami connaît le patron de la plus grande entreprise de rénovation de la ville. Il demande à son ami d'organiser une réunion, et le garçon Potelé s'interroge sur le projet de rénover le manoir. Le garçon lui dit de ne pas poser de questions et de simplement organiser la réunion car il comprendra tout ce soir. Son ami réussit à obtenir la réunion pour le jour même car le patron a tout reporté pour le rencontrer. Le protagoniste le remercie et dit qu'il enverra un camion de nouilles instantanées en cadeau. Avec un sourire, il dit à son ami de ne pas s'inquiéter, car son père adorera le cadeau bien assez tôt. Ils arrivent à l'entreprise de rénovation, et un employé leur demande d'attendre le PDG. Zini et sa mère sont également là, et la femme plus âgée dit à sa fille de s'assurer une bonne rénovation. Les deux amis entrent dans la salle d'attente,
et la réceptionniste leur demande s'ils ont un rendez-vous. La fille devient furieuse en les voyant et l'accuse de la suivre jusqu'à l'entreprise de rénovation. Le protagoniste perd patience et se demande pourquoi il n'arrête pas de tomber sur ces deux idiotes. Xenia se moque de l'ami du protagoniste et dit qu'il est stupide de rénover un endroit qui n'est pas à lui. Le garçon se présente à la réceptionniste et dit qu'il a une réunion prévue à cette heure-là. La mère et la fille doutent qu'il soit là pour une rénovation et pensent qu'il ne fait que se vanter. Un homme corpulent en costume arrive et demande à l'employé où se trouve la personne avec qui il a rendez-vous. La réceptionniste pointe le groupe du doigt et dit que la personne est juste là, en train d'attendre. La mère de Xenia est toute excitée en voyant Monsieur Zhao et Lou l'influence de Za. Elle se tourne ensuite vers le protagoniste et lui fait sentir la différence de leur statut. La fille aux cheveux roux s'approche et salue l'homme avec un sourire aux lèvres. Monsieur Zhao est confus et demande si elle a une réunion prévue avec lui à ce moment-là. Xenia dit rapidement oui et quelle est la personne qui est là pour la réunion. L'homme lui demande si elle s'appelle Gavin Clark, et la fille répond non et que son nom est Xenia. À bout de patience, Monsieur Zhao la pousse sur le côté et lui dit de ne pas se mettre sur son chemin. Le protagoniste s'approche alors et se présente officiellement comme Gavin Clark à l'homme. Le chef d'entreprise est surpris par la jeunesse du garçon et l'invite à discuter plus en détail. La mère de Xenia ne comprend rien, et sa fille dit que ça doit être une connexion grâce à la riche famille de Yaniel. Une fois dans le bureau du directeur, les deux se préparent à discuter du projet de rénovation. Monsieur Zhao s'assoit et demande à son jeune ami ce qu'il souhaite rénover. Avec un sourire confiant, le protagoniste répond qu'il veut rénover un manoir entier. L'homme dit que c'est un petit travail et qu'il demandera à son directeur de conception de s'en occuper. Mais le garçon insiste et dit qu'il serait préférable que Monsieur Zhao en discute personnellement. Monsieur Zhao dit que pour être honnête, il est très occupé et ne s'occupe que des grands projets. Le protagoniste lui assure alors qu'il est un grand projet, et l'homme demande quel est le budget. Le garçon révèle que son budget est d'au moins 30 millions, et le patron se met à rire. Mais soudain, l'homme réalise le montant et est complètement choqué par ce qu'il vient d'entendre. Il demande alors si le jeune homme est sûr du chiffre et s'il ne voulait pas dire 3 millions. Avec un sourire confiant, le garçon confirme que le budget total est de 30 millions. Un directeur se présente pour aider, mais le patron le renvoie sur le champ et dit qu'il s'occupera de tout lui-même. Monsieur Zoé commente qu'avec cet argent, il pourrait acheter un manoir et s'enquérir de la rénovation. En réponse, le protagoniste lui tend un rouleau de papier et dit que les plans du projet sont à l'intérieur. En analysant les papiers, l'homme est choqué et demande s'il est en train de construire une forteresse. Le jeune homme dit qu'il peut payer plus si nécessaire et que la seule exigence est de finir en un demi-mois. Le patron trouve le projet difficile et dit que cela ressemble à un bunker de guerre pour l'apocalypse. Le garçon lui dit alors de supposer que c'est l'apocalypse et offre un acompte de 20 millions. Avec un regard déterminé, l'homme accepte le travail et promet de mobiliser toutes les ressources de l'entreprise. En quittant les lieux, l'ami Potelé panique et dit que c'est fou de dépenser 35 millions pour une maison louée. Le protagoniste prévient que l'argent ne vaudra bientôt plus rien, et son ami demande d'où vient l'argent. Il révèle alors qu'il a contracté 10 millions de prêts, et Yaniel dit que l'apocalypse a intérêt à être réel. Dehors, Xenia le nargue et lui demande combien il a dépensé pour attirer son attention. Déjà à bout de patience, le garçon lui dit de s'occuper de ses affaires et que cela ne la regarde pas. La mère de la fille se vante que sa fille a dépensé 1 million et dit que c'est ça, le vrai pouvoir. L'ami Potelé intervient et dit que 1 million n'est rien car Gavin en a dépensé 35. Xenia se met à rire et dit qu'elle le croirait si c'était 500 000, mais pas 35 millions. Le protagoniste la met alors au défi, lui demandant si elle l'appellerait papa s'il avait vraiment dépensé autant. La fille dit qu'elle a déjà enquêté et sait qu'il a obtenu au plus 3 millions de sa maison. Sa mère se joint à la plaisanterie et dit qu'elle l'appellera papa s'il a vraiment tout dépensé. Un employé apparaît et lui remet le contrat que le garçon a oublié de prendre en partant. La femme plus âgée arrache le papier et dit qu'elle va exposer son mensonge devant tout le monde. Mais en lisant le document, son expression change complètement et sa mâchoire se décroche. Sa fille lui demande ce qui ne va pas, et la mère reste sans voix en voyant le montant écrit sur le papier. Avec un air de panique, la femme révèle que le montant sur le contrat est bien de 35 millions. Désespérément, elle crie que le contrat est un faux car il est impossible qu'il ait autant d'argent. L'employé défend l'entreprise et dit que le contrat a été signé par le patron et n'est pas un faux. Le protagoniste s'approche de la femme et lui rappelle sa promesse de l'appeler papa. Sans hésiter, il gifle la femme au visage, l'envoyant voler sur le côté. L'ami Potelé célèbre la scène, et le garçon dit qu'il est temps pour eux de partir. Xenia crie furieusement et jure qu'elle ne lui pardonnera jamais d'avoir humilié sa mère de cette façon. À la tombée de la nuit, les deux amis retournent au manoir qu'ils venaient de louer ce jour-là. Le garçon Potelé ne comprend rien et demande pourquoi ils sont de retour à cet endroit. Le protagoniste sourit et dit que maintenant il va lui faire croire que l'apocalypse arrive. Son ami pense que le garçon agit bizarrement et que soit il est devenu fou, soit l'apocalypse est réel. L'ami Potelé se plaint du froid et dit que le temps est étrange pour le milieu de l'été. Son téléphone à la main, le protagoniste dit qu'il est presque temps que quelque chose se passe. Soudain, une étoile filante traverse le ciel, et le garçon dit qu'elle est enfin arrivée. Son copain ne comprend pas et demande ce qu'il y a de si spécial dans une simple étoile filante. Le jeune homme explique que l'apocalypse arrivera bientôt,
mais qu'il y a des signes clairs avant. Le garçon potelé pointe le ciel, effrayé, et dit que l'étoile semble venir vers eux. Le protagoniste révèle que l'étoile confère des capacités, et c'est pourquoi le quartier est devenu une base. Il se souvient qu'une de ces étoiles est tombée sur le manoir et a été trouvée par un voleur. Son ami panique et crie à l'autre de courir car l'étoile va les frapper de plein fouet. Mais le garçon reste sur place et dit avec un sourire que cette opportunité est tout à lui. Le garçon potelé essaie de l'arrêter et lui demande s'il a une sorte de désir de mort. Le corps du protagoniste est enveloppé d'une lumière dorée, et il semble flotter dans les airs. Son ami est sous le choc et pense que c'est la fin parce que Gavin a été écrasé par l'étoile filante. Mais à sa grande surprise, le garçon va bien et dit que ses attributs physiques ont été multipliés par 5. Avec une aura dorée autour de lui, il se tourne vers son copain et lui demande s'il le croit maintenant. Le garçon potelé et sans voix, les yeux écarquillés, demande si son ami n'a pas disparu. Le protagoniste sourit et dit non seulement qu'il est vivant, mais qu'il a aussi acquis une capacité spéciale. Son ami ne voit pas de différence et demande comment il est devenu plus fort s'il a la même apparence qu'avant. Le garçon pose alors une main sur l'épaule de son ami potelé, qui est confus par ce geste. Avec une force incroyable, il soulève son ami dans les airs avec une seule main, le laissant choqué. Avec un sourire confiant, le garçon demande si son ami le croit enfin. L'ami panique car il pèse plus de 90 kg et a été facilement soulevé d'une seule main. Suspendu dans les airs par son compagnon, le jeune homme est surpris et demande ce qui se passe. Avec un sourire confiant, son sauveur lui dit de descendre immédiatement. Il saute alors du haut du manoir, et son ami crie de panique, craignant le pire pour eux deux. Atterrissant en toute sécurité avec son ami dans les bras, un impact puissant se fait sentir au sol. Le compagnon plus robuste est complètement choqué et se demande s'il va bien après la chute. Un sourire apparaît sur le visage du héros alors qu'il demande si l'autre le croit maintenant. La réponse est oui, puisqu'il a survécu au saut. Pendant ce temps, Xenia et sa mère sont à l'intérieur de la maison, et la femme plus âgée demande ce que sa fille regarde. La fille répond qu'elle a vu une étoile filante atterrir près du manoir de Gavin, que sa mère déteste. Avec un sourire, Xenia rassure sa mère, en disant que Zach reviendra pour se venger de Gavin. La matriarche entend la sonnette et semble surprise par le bruit soudain. Zach Young apparaît à la porte. La femme le salue joyeusement, et il demande où est Xenia. La jeune femme apparaît avec un regard séducteur, appelant le nom de Zach pour attirer son attention. Zach la tient d'une manière suggestive et lui dit de se dépêcher, car il est très excité. La mère de la fille est toujours là et Zach lui dit d'aller faire bouillir de l'eau. Xenia dit à son petit ami de ne pas se presser et mentionne que Gavin a également emménagé dans le quartier. La fureur s'empare de Zach qui peste que Gavin ait osé se montrer avant qu'il ait eu la chance de le chercher. La mère de la fille révèle à Zach que Gavin a loué un manoir dans le quartier pour être proche de Xenia. Avec un regard de colère, Zach promet qu'il passera un appel qui fera regretter cela à son rival pour le reste de sa vie. Avec une expression furieuse, il passe un appel et demande à parler à un homme nommé Biao. Ensuite, une enseigne au néon montre l'entrée d'un lieu appelé Box Club. Sur un ring, deux combattants s'affrontent tandis que quelqu'un dans la foule crie à l'un d'eux d'y aller. Zach est au téléphone, souriant, et offre 200 000 pour que son contact s'occupe de quelqu'un. Biao, le combattant avec une crête iroquoise, répond qu'il comprend et qu'il sera de retour dans 2 heures. Le boxeur dit à son adversaire d'arrêter le combat car il a un travail à faire. L'adversaire de Biao s'énerve, le traite de débutant arrogant, et lui demande s'il veut un vrai combat. Biao assène un coup de poing puissant à son rival, le mettant KO. La foule est sous le choc, commentant que Biao est le nouveau champion de boxe clandestine. De retour au manoir, Gavin regarde l'horizon et songe que ce seront les premières étapes de l'apocalypse. Son ami potelé se plaint que la situation est cruelle et qu'il n'aurait jamais imaginé un destin aussi terrible pour l'humanité. Gavin demande à Yaniel ce qu'il compte faire face à toute cette situation. Yaniel déclare qu'il suivra les instructions de son ami et fera tout ce qu'il dira. Sur un ton de plaisanterie, son guide lui dit de commencer par vendre son propre père pour avoir de l'argent. Le jeune homme répond que son père a des biens mais qu'il ne croira pas à l'apocalypse. Il pensera que son fils est devenu fou. Le chef du groupe explique que l'argent ne vaudra plus rien dans 15 jours et que seules les provisions compteront. Yaniel est d'accord et dit que même si son père le bête, il vendra tout jusqu'à ce que la famille soit ruinée. Avec un air sérieux, l'autre l'interrompt, demandant ce qui ne va pas. Son compagnon demande ce qui se passe, et la réponse vient rapidement, le manoir est encerclé. Dehors, des hommes de main encerclent la maison, et l'un d'eux prévient que la cible ne peut pas s'échapper. Bayo ordonne à ses hommes d'enfoncer la porte du manoir de toute urgence. L'un des intrus se prépare à enfoncer la porte avec une énorme masse. L'homme de main essaie d'enfoncer la porte mais est repoussé par une force invisible. À l'intérieur, les deux amis regardent l'homme à terre, et Yaniel demande qui sont les intrus. Bayo est surpris et se demande si le résident les a remarqués, se demandant s'il est aussi un combattant entraîné. Le résident reconnaît Biao et l'appelle par son nom complet, Duan Biao. Confus, le combattant demande d'où ils se connaissent. Dans ses pensées, le héros de la maison se souvient que Biao était l'un des rares chanceux à avoir obtenu des pouvoirs durant l'apocalypse et à avoir gardé sa conscience. Biao menace le jeune homme, disant qu'il ne le ménagera pas et qu'il le mettra au lit pour 6 mois. Avec un sourire confiant,
Le défenseur du manoir rétorque qu'il ne le ménagera pas non plus et dit à l'attaquant de ficher le camp. Agacé par son attitude, Bio charge pour attaquer avec un coup de poing puissant. La cible esquive l'attaque en pensant que les mouvements du combattant sont trop lents. Biao essaie de le frapper à nouveau, mais le coup est esquivé une fois de plus. La contre-attaque arrive avec un puissant coup de poing à l'estomac, qui met Biao à terre. Les hommes de main sont choqués de voir leur patron au sol, trouvant la scène incroyable. Biao peine à se relever tandis que son adversaire lui demande s'il va abandonner. Le champion clandestin refuse de se rendre, déclarant que la personne capable de le faire plier n'est pas encore née. D'un coup de pied, le défenseur le met à nouveau à terre, le laissant gravement blessé. Il demande ensuite à Biao ce qu'il a pensé du combat, mais l'homme reste au sol, blessé. Le combattant répond que c'est incroyable d'être si impuissant, mais il refuse toujours d'abandonner. Souriant, son adversaire dit que ce serait ennuyeux s'il se rendait facilement et lui propose un moyen de sauver sa sœur. Choqué, Biao demande comment il était au courant de la maladie de sa sœur. Une image montre le combattant assis au chevet de sa sœur malade avec une expression triste. L'homme mystérieux explique que Biao se bat pour récolter de l'argent afin de sauver sa sœur, qui a une maladie incurable. Biao, plein d'espoir, demande si celui qui sait tout peut vraiment guérir sa maladie. Avec un sourire, le jeune homme prétend être le seul au monde à savoir comment la sauver et dit qu'il doit le croire. Le combattant le croit, car il a été vaincu, et lui demande ce qu'il doit faire pour sauver sa sœur. La condition est donnée avec un sourire, battre Zack Young assez violemment pour le clouer au lit pendant un demi-mois. Une lueur de fureur apparaît sur le visage de Biao alors qu'il planifie déjà comment il va s'occuper de Zack. Le combattant rassemble ses hommes de main et leur ordonne de le suivre pour accomplir la nouvelle mission. Un des hommes lui demande s'il croit vraiment l'étranger, et Biao confirme, disant qu'il est son dernier espoir. Dans son manoir, Zack Young suppose que Gavin doit déjà être à l'hôpital et qu'il est temps pour lui de passer à l'action. Xenia est avec Zack et la fille le traite de terrible avec un sourire malicieux. Soudain, des coups forts à la porte surprennent Zack. La mère de Xenia est agacée par l'interruption au milieu de la nuit et va ouvrir. La femme ouvre la porte et demande qui sont ces gens qui envahissent sa maison. Biao dit à la dame de s'écarter pour qu'ils puissent entrer rapidement. La mère de Xenia gronde le combattant, le traitant d'impoli pour avoir fait irruption dans sa maison. Biao répond par un coup de poing puissant et lui dit de dégager de son chemin. Une fois à l'intérieur du manoir, Zack demande si le travail a été fait. Zack s'approche de Biao et lui tend 200 000, en disant qu'il n'avait pas besoin de venir en personne. La réponse de Biao est un coup de poing puissant qui frappe Zack en plein visage. Xenia est effrayée de voir son petit ami saigner et demande à Biao ce qu'il fait. Le combattant ignore la supplique de Xenia et ordonne à ses hommes d'attaquer Zack. Les hommes de main commencent à frapper et à donner des coups de pied à Zack au sol avec une grande colère. La victime supplie Biao d'arrêter, le menaçant en disant que sa famille le jetterait dans le caniveau. Biao dit à ses hommes de cesser l'attaque un instant. Agacé, Zack dit que Biao a fait une énorme erreur en l'attaquant. Le chef du groupe ignore ses paroles et dit à ses hommes d'attacher et de malmener à nouveau la cible. Zack panique, traitant Biao de fou pour avoir fait ça. L'agresseur demande alors qui est Gavin Clark et exige une explication pour tout cela. Pendu la tête en bas, la cible révèle qu'il n'a accès qu'à 10 millions et a besoin d'une approbation pour plus. Biao exige qu'il transfère immédiatement les 10 millions sur son compte. Le téléphone de Gavin affiche un SMS avec une notification d'argent reçu. Son ami lui dit que le professeur a envoyé un message concernant une session de formation pratique, mais le jeune homme dit qu'il n'ira pas. En apprenant que la formation se déroule près de North New City, il change Davis. Avec un sourire, le jeune homme décide de participer car il prévoyait déjà d'explorer cet endroit. Son téléphone sonne, Biao l'informe que Zack Young a craché 10 millions et que l'argent a déjà été envoyé. Devant un magasin de loterie, le jeune homme pense à vérifier les tickets qu'il a achetés. Il se dit que s'il gagne à la loterie, il pourra acheter beaucoup de provisions pour l'apocalypse. Quelque temps plus tard, il se met en colère de ne pas avoir gagné et se demande comment cela a pu arriver. Le stratège pense que rien n'a changé et que peut-être le maître des événements a une longueur d'avance sur lui. Il conclut qu'il doit trouver un autre moyen de gagner beaucoup d'argent pour se préparer. Des étudiants se rassemblent devant un bus pour la formation pratique en finance. Les filles qui l'ont piégé au restaurant le regardent, agacées, et lui demandent s'il ose se montrer. Avec un sourire sarcastique, il demande pourquoi il n'oserait pas se montrer. Elle lui reproche d'être parti sans payer l'addition du restaurant et exige une explication. Avec une expression indifférente, le jeune homme demande ce que cela a à voir avec lui. L'une des filles, avec un sourire sensuel, lui demande de payer la dette, promettant qu'elles feront n'importe quoi en retour. L'autre, excitée, dit qu'il a appris à être méchant et que pour 20 000, elles ne rentreront pas au dortoir. Souriant malicieusement, le débiteur dit qu'elles doivent d'abord lui prêter 40 000. Le jeune homme s'éloigne des filles avec un sourire, prêt pour un nouveau plan de collecte de fonds. Dans le bus, on voit les étudiants assis pendant qu'ils se rendent calmement au lieu de stage. Le gros se plaint d'avoir soif et demande si son ami a apporté de Léo, car il a mangé quelque chose de très salé. À ce moment-là, une fille aux cheveux bruns sourit et offre gentiment une bouteille au protagoniste. Il prend la bouteille et, sans hésiter, la tend à son ami qui meurt de soif.
La jeune femme dit qu'elle a entendu parler de ce qui s'est passé avec son ex, et espère qu'il s'en remettra bientôt. Souriante, elle dit qu'elle est en fait heureuse qu'il voit enfin qui était vraiment cette fille. Sachant qu'il a perdu de l'argent, la fille lui propose son aide financière, mais il refuse poliment. L'ami chuchote que la fille est intéressée par lui, mais le brun lui dit de boire de l'eau et de la fermer. Le bus arrive enfin à destination et se gare devant un grand bâtiment très moderne. Tous les étudiants descendent du véhicule pendant qu'un homme à lunettes se prépare à donner des instructions. Quelqu'un commente que le 3e étage est le meilleur et que le premier n'est que du travail manuel. L'instructeur commence à lire à haute voix les noms des étudiants qui resteront au 3e étage, très convoités. Les filles snobs célèbrent leur bonne position et disent que ce type, Hunter, peut tout résoudre. Elle regarde l'ami du protagoniste et commente qu'elle est jolie mais n'a pas de relation. Avec des regards malveillants et envieux, elle prévoit de choisir la fille naïve comme prochaine cible. L'homme continue de lire la liste pour le 2e étage, appelant les noms de plusieurs autres étudiants. Irrité, le gros se plaint que leur nom n'ait même pas été appelé pour l'étage intermédiaire. L'instructeur ajuste ses lunettes avec un air sérieux et annonce que les 3 restants iront au rez-de-chaussée. La fille devient très inquiète, pensant qu'ils n'apprendront rien d'utile en restant là-bas. Les autres étudiants se moquent du groupe, mais le garçon reste calme et ne montre aucune réaction. Le protagoniste ne laisse pas passer ça et demande avec un sourire moqueur quels étaient les critères pour ce choix ridicule. L'instructeur ajuste ses lunettes et dit que tout a été décidé par l'entreprise et l'école, ce qui en fait un processus équitable. Mais le brun lui rit au nez et dit que mentir au sien est quelque chose que seuls les scélérats sans caractère feraient. L'homme devient furieux face à l'audace de l'étudiant et lui demande s'il veut être renvoyé pour avoir parlé ainsi à un supérieur. Pointant du doigt, il soutient que ce n'est pas injuste puisque le gros riche est aussi au rez-de-chaussée avec le pauvre. L'ami perd patience et crie que l'instructeur est un sans-gêne car il a demandé un pot de vin à son père pour obtenir une promotion. Le professeur est choqué d'entendre ses combines sales révélées devant tous les autres étudiants. Souriant, le gros montre son téléphone et prévient qu'il a tout enregistré au cas où le menteur voudrait entendre sa propre voix. L'atmosphère devient tendue entre tandis que l'instructeur tente de garder contenance face à cette accusation très grave. Soudain, un étudiant en marron s'interpose, pointant du doigt et accusant le duo de manquer de respect au professeur. Les filles snobs en profitent pour cracher leur venin, disant que des gens comme eux n'auraient même pas dû obtenir le stage. Le protagoniste regarde avec mépris le lèche-botte et lui demande pour qui il se prend en lui disant de s'écarter. Le type nommé Wongda est offensé d'être ignoré et s'avance, demandant comment le brun ose parler comme ça à quelqu'un comme lui. Sans hésiter, la brute tente de donner un coup de poing lâche au visage de notre héros pour impressionner son patron. Il crie furieusement et met toute sa force dans le coup, jurant qu'il en finira avec ce type sur le champ. Cependant, le brun attrape le poing de l'agresseur avec une facilité impressionnante, comme si l'attaque venait d'un enfant. La brute a des sueurs froides et panique en réalisant qu'il ne peut pas bouger sa main d'un seul millimètre. Alors le protagoniste riposte avec 2 gifles humiliantes qui claquent bruyamment sur le visage de l'ennemi, laissant tout le monde sous le choc. Les joues rouges et brûlantes, le type se tient le visage, incapable de croire qu'il s'est fait battre devant tout le monde. Désespéré, il court vers le professeur en criant que Gavin est devenu fou et doit être puni immédiatement. D'un coup précis, le brun met la brute à terre, et il tombe inconscient sur le sol froid du parking. Le professeur devient furieux et lui ordonne d'arrêter immédiatement, exigeant des excuses sur le champ. Mais le garçon n'écoute pas et donne une gifle cinglante au visage de l'instructeur sans montrer aucune pitié. Voyant la scène, le gros vibre d'excitation et félicite son ami pour le courage de tenir tête à cet homme agaçant. La foule est sous le choc, se demandant si c'est vraiment Gavin, puisqu'il a eu le courage de frapper le maître. Humilié, le professeur pointe son doigt et crie que l'étudiant est renvoyé du programme de stage pour toujours. Le brun dit qu'il se fiche de la menace et assène un autre coup de poing brutal, envoyant l'homme au pays des rêves. Les ennemis à terre, les 2 amis s'éloignent calmement tandis que la fille court pour les rattraper. Le gros regarde son compagnon, effrayé, ne comprenant pas d'où viennent une telle force et une telle froideur soudaine. À ce moment-là, l'ami timide s'approche d'eux, semblant indécise sur le chemin qu'elle doit suivre maintenant. L'instructeur essaie d'empêcher la jeune femme de partir avec eux, prétendant que ce n'est pas bien vu pour une fille de traîner avec des fauteurs de troubles. Les filles snobs essaient aussi de l'influencer, disant que traîner avec Gavin ruinera son avenir professionnel. Le protagoniste lui demande alors de rester au stage et de le prévenir si quelque chose d'étrange se produit là-bas. Puis il appelle son ami Grassouillet, disant qu'il est maintenant temps de s'occuper d'affaires bien plus importantes. Ils arrivent dans un immense parc logistique qui stocke les provisions envoyées à tous les marchés de la province. L'ami réalise immédiatement que le plan n'est pas de travailler mais de prendre les provisions, et le brun loue son intelligence. Mais le gros panique, disant qu'il est impossible de voler cet endroit car la sécurité doit être maximale. Ignorant la peur de son collègue, le garçon aperçoit une pancarte d'embauche à l'entrée d'un des grands entrepôts. Avec un sourire aux lèvres, il s'approche d'un groupe d'ouvriers et demande poliment des informations sur le poste vacant. Un homme au visage antipathique répond sèchement qu'il n'embauche que des femmes en ce moment. Le gros s'indigne de la pancarte et demande ce qu'ils vont faire puisque les hommes n'ont pas le droit d'entrer. Mais le brun a un plan et ordonne à son ami de retourner chercher la fille timide immédiatement. Pendant ce temps,
nous voyons l'intérieur du bureau où les stagiaires travaillent, concentrés sur des ordinateurs. Les deux vipères reçoivent un appel demandant une fille pure pour plaire à un certain monsieur Jagne. Avec des sourires malveillants, elles regardent la pauvre QQE, qui ne se doute guère du danger qui la guette. Les fausses amies s'approchent du bureau de la jeune femme et demandent avec une sympathie forcée comment se passe le travail. Totalement innocente, la fille les remercie, disant qu'elle a appris beaucoup de nouvelles choses ce jour-là. Celle aux cheveux violets fait semblant d'être une amie et dit qu'il est naturel de s'entraider puisqu'elles sont camarades de classe. Puis elle jette l'appât, demandant si la fille a déjà eu un petit ami, et la réponse est un non très embarrassé. L'amie à lunettes se réjouit et dit qu'elle a l'occasion parfaite de lui présenter un petit ami riche. Effrayée, elle refuse, disant qu'elle veut seulement travailler, mais les méchantes insistent sur le fait que l'homme a beaucoup d'argent. N'acceptant pas un non comme réponse, elles attrapent la fille par les bras et la traînent dehors de force. Le bâtiment est immense et luxueux, montrant que cette rencontre aura lieu dans un endroit très privé et suspect. Arrivée à la porte de la pièce, la victime essaie de résister mais est poussée à l'intérieur sans aucune pitié. À l'intérieur, un vieil homme chauve et gros boit du thé tout en évaluant la nouvelle marchandise avec un regard de désir. Les filles présentent leurs collègues comme si elle était un objet, et la jeune femme reste paralysée de peur. Satisfait, l'homme dégoûtant envoie les deux au service financier pour récupérer une bonne somme pour le sale boulot. Elle le remercie pour le paiement, ignorant complètement le sort cruel qu'elles ont réservé à leur propre ami. En quittant la pièce, celle en violet lui dit au revoir avec un sourire cruel, laissant la fille à la merci du vieil homme. La porte claque, enfermant la fille innocente à l'intérieur pendant qu'elle crie à l'aide en vain. Le vieil homme dégoûtant sourit et dit que si elle est obéissante, elle gagnera beaucoup plus d'argent que les autres filles. La fille recule vers la porte en tremblant et prévient qu'elle n'est pas ce genre de fille, menaçant d'appeler la police immédiatement. Mais l'homme lui rit au nez, révélant que la sécurité est entièrement à lui et que personne ne viendra la sauver de cette situation. Acculée, elle le supplie de la laisser partir, disant qu'elle veut juste travailler en paix, mais le méchant continue d'avancer. À bout de patience, il lui donne une violente gifle qui fait voler le téléphone loin de la main de la jeune femme effrayée. Avec un regard psychotique, il dit qu'aucune femme ne quitte cette pièce sans passer par lui et être utilisée d'abord. À ce moment-là, le téléphone tombé au sol se met à sonner, affichant le nom du protagoniste sur l'écran éclairé. Loin de là, les amis marchent calmement sans imaginer le danger dans lequel se trouve leur collègue à ce moment. Le gros remarque l'appel et dit à son ami que la fille timide l'appelle. Le brun répond en souriant, demandant ce qui s'est passé, mais la ligne se coupe soudainement, provoquant la confusion. Son sourire disparaît lorsqu'il réalise que l'appel a été coupé de manière suspecte, indiquant que quelque chose de très grave s'est produit. Avec un mauvais pressentiment, il prévient que quelque chose de grave est arrivé et part en courant pour retourner d'urgence au bâtiment. De retour dans la pièce, la jeune femme est violemment projetée contre les meubles, tombant faiblement au sol. Le vieil homme met sa main sur sa tête, ressentant de la douleur, et crie furieusement qu'elle ne sait pas ce qui est bon pour elle. D'un pied lourd, il marche sur le téléphone, écrasant l'appareil et coupant toute chance de communication. Le salaud se lèche les lèvres, disant qu'il adore les inexpérimentés et promet de la transformer en un énorme succès. Désespérée, la fille attrape un vase pour se défendre, jurant qu'elle préfère la mort plutôt que de se rendre à lui. L'homme perd le contrôle et lui assène un autre coup brutal, la faisant tomber et promettant de la faire souffrir énormément. Pendant ce temps, à l'entrée, un agent de sécurité bloque le passage du duo, les empêchant d'entrer. Le gros bombe le torse et crie, demandant si le garde est aveugle et ne reconnaît pas le jeune maître. Le brun pousse violemment le garde de côté, ordonnant à l'homme de dégager le passage immédiatement. L'agent de sécurité est confus par cette attitude mais hésite à arrêter le prétendu fils du patron de l'entreprise. Le duo profite de l'ouverture et court à l'intérieur pendant que le gros indique le chemin de l'ascenseur. Le garçon n'écoute pas les protestations de l'employé et continue de marcher comme s'il était le propriétaire des lieux. L'homme se gratte la tête, pensant que c'est étrange car le père du patron ne serait pas si jeune. Soudain, il comprend et ses yeux s'écarquillent en réalisant qu'on s'est moqué de lui en pleine face. Désespéré, il se met à crier pour des renforts, avertissant que des intrus viennent d'entrer dans le bâtiment. Mais les amis sont rapides et les portes de l'ascenseur se ferment, laissant les gardes crier derrière. En sortant dans le couloir du bon étage, ils trouvent les deux vipères en train de rire et de parler. Le sourire disparaît de leur visage et la panique s'installe quand elles voient le protagoniste se tenir là, devant elles. Avec une expression terrifiante, il va droit au but et exige de savoir où est son ami en ce moment. Celle aux cheveux violets essaie de faire l'idiote et lui demande ce qu'il fait là sans permission. Le regard du garçon s'assombrit encore plus alors qu'il prévient qu'il ne demandera pas une deuxième fois. Perdant le sens du danger, la fille pointe son doigt et crie qu'il ne peut pas se comporter comme un sauvage ici. La réponse arrive vite sous la forme d'une gifle cinglante qui frappe en plein visage la snob, sans pitié. L'ami à lunettes reste paralysé de peur en regardant sa compagne être projetée au loin par l'impact du coup. Sans perdre le rythme, le brun pivote et assène une autre gifle, faisant tomber la deuxième fille au sol. Regardant les deux filles à terre et humiliées, il demande une fois de plus où la jeune femme timide a été emmenée. En pleurant et en tremblant, la méchante pointe la grande porte, révélant que la fille est piégée à l'intérieur.
Alors qu'il s'avance, la fille l'avertit que le patron est dangereux et qu'envahir la pièce lui coûtera cher. Sans perdre de temps, il défonce la porte d'un coup de pied d'une force phénoménale, projetant le bois dans la pièce. À l'intérieur, la fille crie à l'aide tandis que le vieil homme gros devient furieux de l'interruption soudaine. Le brun voit la scène et ses yeux brûlent de rage, exigeant que l'homme dégoûtant laisse la fille partir instantanément. Mais le patron n'est pas ébranlé et demande avec arrogance si le garçon sait à qui il a affaire. En claquant des doigts, le méchant ordonne aux gardes de sécurité d'entrer et de battre les intrus jusqu'à la mort. Immédiatement, plusieurs hommes en uniforme armés de matraques apparaissent, encerclant le duo d'amis. Le gros tremble de peur derrière le héros, mais le protagoniste reste calme, faisant face au danger de front. À la porte, les deux vipères se réjouissent, disant que le garçon mérite de périr pour avoir offensé quelqu'un de si puissant. Cependant, le combat dure peu de temps car le jeune homme se déplace rapidement, abattant le premier garde d'un coup précis. Ensuite, il avance comme un ouragan, projetant les gardes de sécurité comme s'ils étaient des poupées de chiffon. Le patron regarde tout, bouche bée, incapable de croire que ses meilleurs hommes sont vaincus si facilement. En quelques secondes, tous les hommes de main sont étendus sur le sol, gémissant de douleur à cause de la raclée qu'ils ont reçue. Maintenant seul et sans défense, le vieil homme gros recule sur le sol, tremblant de terreur devant ce monstre enragé. Le garçon s'approche de lui avec un regard meurtrier, demandant ce que le salaud voulait faire d'autre avec la fille. Avec froideur, il promet de s'assurer que l'homme ne pourra plus jamais penser à toucher une femme de sa vie. Puis il lève le pied et écrase de toute sa force l'entrejambe du vieil homme, anéantissant ce qui restait de sa dignité. Un cri d'agonie résonne dans la pièce tandis que le brun se retourne et marche calmement vers son ami effrayé. Il lui tient les épaules en lui demandant si elle est blessée, et la jeune femme pleure, soulagée d'avoir été sauvée à temps. Les filles en sécurité, le protagoniste reporte son attention sur les deux traîtresses qui se tiennent toujours à la porte. Elles tremblent en voyant son aura sombre, réalisant que c'est maintenant leur tour de payer pour ce qu'elles ont fait. Les deux vipères tremblent de peur et tentent d'utiliser l'excuse d'être camarades de classe pour échapper à la correction. Mais le brun ignore l'excuse et donne une gifle à celle à lunettes, demandant si c'est ainsi qu'on traite une amie. Ensuite, il frappe l'autre fille en l'avertissant que si elle n'était pas utile, il lui aurait déjà brisé les os. Tous les ennemis vaincus au sol, le protagoniste appelle ses amis pour quitter rapidement cet endroit sordide. La snob court voir comment va le patron et promet d'appeler la police pour arrêter les intrus immédiatement. Furieux, le vieil homme la gifle en criant qu'elle ne peut pas impliquer la police et exige d'être emmenée à un hôpital. Ensuite, il appelle un contact puissant pour lui demander de l'aide afin de faire disparaître un certain garçon de la carte. Déjà dans la rue, la fille timide les remercie pour le sauvetage, mais le garçon potelé sourit en disant que c'est à ça que servent les amis. Le garçon aux cheveux noirs sourit doucement et lui demande quels sont ses projets pour l'avenir maintenant qu'elle a perdu ce stage. Triste, elle dit qu'elle avait l'intention de trouver un travail après le stage, mais que maintenant l'avenir semble assez incertain. Le garçon lui propose alors de lui trouver un travail sur le champ, laissant son ami potelé surpris par l'idée. La fille s'enthousiasme et demande s'il peut vraiment faire ça alors qu'un sourire d'espoir apparaît sur son visage. Il retourne à cet entrepôt d'avant, où les employés regardent d'un air confus le groupe s'approcher. Le protagoniste montre son ami du doigt et demande sérieusement s'ils veulent l'embaucher pour travailler sur place. La jeune femme hésite, disant qu'elle a étudié la finance et trouve étrange de travailler dans un entrepôt de travail manuel loin du bureau. Mais le garçon aux cheveux noirs dit que tout travail est digne et garantit qu'elle peut briller n'importe où avec de la détermination. L'employé regarde sa montre avec impatience et lui demande si elle va accepter le poste car son service est sur le point de se terminer. Le garçon pousse son ami en avant en lui disant de s'inscrire rapidement, et la fille accepte, encore un peu gênée. En sortant, il lui dit au revoir en lui demandant de travailler dur et promet de revenir lui rendre visite dans quelques jours. En riant, le garçon potelé dit que seule elle accepterait de devenir agent de sécurité avec un diplôme d'une université aussi célèbre. Il explique, en souriant, que c'est précisément sa naïveté qui lui a garanti cette opportunité d'emploi unique. La mission accomplie, le groupe se prépare à partir, laissant derrière lui l'immense parc logistique. Soudain, une arme apparaît de nulle part, pointée directement sur la tête de notre héros, qui se fiche sur place. Le garçon potelé lève les mains en tremblant tandis que le garçon aux cheveux noirs reconnaît que ce sont les hommes de main de Monsieur Lowe. Un des hommes prévient que le délai de 3 jours est écoulé et qu'ils sont maintenant venus chercher les organes qui leur avaient été promis. Le garçon potelé se cache de peur, mais le protagoniste évalue la situation et se rend compte qu'il peut gagner facilement. Mais un sourire malicieux apparaît sur son visage alors qu'il décide de les accompagner, car le vrai spectacle est sur le point de commencer. Peu de temps après, la camionnette se gare dans un entrepôt abandonné loin de tout, et tout le monde est forcé de sortir. L'endroit est isolé et parfait pour les crimes, tandis que les deux amis observent les lieux avec une grande attention. Un homme de main avec des lunettes pointe son arme et crie avec impatience en leur ordonnant de continuer à marcher sans se retourner. À cet instant, le regard du protagoniste change, se concentrant complètement sur l'ennemi avec une intensité mortelle. Avec une vitesse absurde, il désarme le bandit et lui assène un coup puissant avant que l'homme ne puisse réagir. Le bruit du coup de feu résonne dans l'entrepôt alors que l'homme de main lui-même est mortellement touché par l'arme qu'il tenait.
Le garçon aux cheveux noirs atterrit avec style, tenant le pistolet fumant, tandis que le corps de l'ennemi tombe inerte au sol. Les 3 autres complices sont sous le choc et crient furieusement que le gamin paiera cher pour cette audace. Mais la réponse arrive rapidement avec une série de tirs précis qui abattent les bandits les uns après les autres. Glissant sur le sol comme un professionnel, il tire sur la dernière cible sans lui laisser aucune chance de se défendre. Le garçon potelé reste bouche bée et fait l'éloge de l'incroyable précision de son ami, disant qu'il ressemble à un tireur d'élite. Le garçon se souvient que dans sa vie passée, il s'est beaucoup entraîné à viser pour survivre à l'apocalypse, car il n'avait aucun pouvoir. Puis il lance une arme à son ami qui panique, disant qu'il n'a aucune idée de comment utiliser cette chose. Le garçon aux cheveux noirs lui demande s'il joue aux jeux vidéo, et le garçon potelé répond qu'il est un pro, même en tenant l'arme de travers. Alors, le tireur lui dit de faire comme si c'était un jeu pendant qu'ils avancent ensemble à l'intérieur de l'entrepôt dangereux. Il repère un camion en cours de chargement et plusieurs boîtes suspectes éparpillées dans la cour de cet endroit. L'ami reconnaît le logo d'une célèbre entreprise de biotechnologie et ne comprend pas ce qu'ils font là. Le protagoniste se souvient que dans le futur, cette entreprise était le sauveur, mais il réalise maintenant qu'il cache des secrets. 2 gardes armés remarquent la présence de l'intrus et crient en demandant qui ose entrer dans cet endroit. Mais avant qu'ils ne terminent leur phrase, 2 tirs précis les atteignent à la tête, les abattant tous les 2 instantanément. Le garçon vérifie le badge de l'un des hommes morts, confirmant qu'ils sont bien des employés de cette société. Plus loin, le vieil homme parle à une femme blonde en garantissant que les nouvelles pièces sont très fraîches. La cadre sourit, satisfaite, en disant qu'avec ces 2 garçons, ils compléteront enfin le lot de 6. Soudain, les yeux du vieil homme s'écarquillent de choc en voyant sa marchandise se promener librement et armée. La femme est perplexe et le garçon aux cheveux noirs se demande pourquoi une entreprise de biotechnologie traîne avec autant d'hommes de main. Le chef du trafic d'organes reste sans réaction face à l'audace du garçon qui devrait être ligoté maintenant. Sans perdre de temps, le héros pointe l'arme directement sur eux avec un regard froid, déterminé à en finir. Retrouvant la parole, le vieil homme crie désespérément en ordonnant à ses hommes d'éliminer les 2 gamins immédiatement. Plusieurs soldats sortent de l'ombre en pointant des fusils et en promettant de cribler les intrus de plomb. La fusillade commence et le protagoniste plonge au sol, tirant sur les ennemis avec une précision chirurgicale. Il glisse sur le sol en évitant les balles tout en atteignant chaque cible qui apparaît devant lui sans jamais manquer. Le garçon potelé regarde tout, bouche bée, impressionné par l'habileté surnaturelle de son ami à la gâchette. Furieux de voir ses affaires ruinées, le vieil homme écume de rage en ordonnant à tout le monde d'attaquer de toute leur force. Avec une précision effrayante, il élimine 3 hommes de main en même temps tout en glissant sur le sol de l'entrepôt. Des renforts arrivent et sont choqués par la vitesse du garçon, criant que quelqu'un l'arrête vite. La femme blonde marche sur le corps de l'un des tombés avec mépris tout en observant le désordre qui y règne. Le scénario est celui d'une guerre, avec des corps éparpillés partout, tandis que les chefs font face au duo armé. Pointant l'arme, le garçon aux cheveux noirs retourne la question en leur demandant ce qu'ils veulent vraiment dans cet endroit. Le vieil homme se met à transpirer à grosses gouttes et crie avec indignation qu'un morveux comme lui n'a le droit de rien savoir. À bout de patience avec les discours, le tireur tire dans l'épaule du méchant qui hurle de douleur instantanément. Le pistolet fumant à la main, le héros se moque en demandant au vieil homme de répéter ce qu'il a dit, car il n'a pas bien entendu. À genoux et en sang, le criminel essaie de garder la contenance, disant qu'il n'a pas peur d'enfants comme eux. Le protagoniste se tourne alors vers son ami potelé et lui ordonne froidement d'abattre le vieil homme sur le champ. Le regard du garçon est intense et effrayant, mettant la pression sur son compagnon pour qu'il appuie sur la gâchette sans hésiter. Voyant qu'il va mourir, le bandit sort une arme cachée et court en criant qu'il aille au diable. Effrayé, le garçon potelé ferme les yeux et tire, un grand bruit résonnant dans l'entrepôt vide. Le tir est précis et atteint le milieu du front du vieil homme qui reste paralysé sans comprendre ce qui s'est passé. Le corps tombe sans vie, et l'ami regarde l'arme en tremblant, incapable de croire qu'il a pris la vie de quelqu'un. Le garçon aux cheveux noirs ignore le mort et se concentre sur la femme blonde, disant qu'elle en sait beaucoup plus que cette ordure. La cadre recule, effrayée, demandant qui diable il est et comment il connaît son nom de famille comme ça. Avec un sourire provocateur, il dit que le nom n'a pas d'importance, mais si elle insiste, elle peut l'appeler papa. Furieuse de ce manque de respect, elle crie pour exiger le respect mais est interrompue par un autre tir soudain. La balle atteint la jambe de la femme, et elle tombe en hurlant et en menaçant le garçon avec le pouvoir de son entreprise. La blonde hurle de douleur en se tenant la jambe blessée tandis que le garçon aux cheveux noirs la regarde sans montrer aucune pitié. Il l'avertit froidement qu'il ne se soucie pas des menaces en l'air et que cela ne lui sauvera pas la peau. Désespérée, la femme le supplie de l'épargner, promettant de tout lui dire sur les affaires louches de l'entreprise. Tremblante de terreur, elle révèle qu'il utilise des organes fournis par le vieil homme pour mener des expériences sur des humains. Le garçon fronce les sourcils, intéressé, et demande quel genre de test MC cyber il mène sur les gens. Elle explique qu'ils font des recherches sur l'évolution des armes biologiques, proposant de les mener au laboratoire secret maintenant. Dans son esprit apparaît l'image d'un monstre mante, se souvenant des créatures qu'il a vues dans l'Apocalypse. Le héros réalise, choqué, que l'entreprise créait déjà ces abominations bien avant la fin du monde.
La cadre est perplexe et demande comment il connaît un projet aussi secret que personne ne devrait connaître. Avec un sourire sombre, le garçon aux cheveux noirs dit qu'elle n'a pas besoin de savoir qui il est, mais plutôt d'accepter sa propre fin. La terreur envahit le visage de la femme lorsqu'elle réalise qu'elle ne sortira pas d'ici vivante, peu importe ce qu'elle dit. Sans hésiter, le protagoniste tire avec son arme, faisant taire le méchant pour toujours dans cet entrepôt. Le corps de la femme tombe sans vie sur le sol, tandis que le garçon observe la scène d'un regard froid et calculateur. Il s'accroupit près d'elle et commence à fouiller ses poches, cherchant quelque chose qui pourrait être utile à ses plans. Par chance, il trouve une carte d'accès magnétique qui appartient au siège de la société maléfique. Le garçon aux cheveux noirs garde l'objet précieux, sachant que ce sera sa clé pour enquêter sur l'entreprise de l'intérieur. Pendant ce temps, le garçon potelé ouvre l'une des caisses du camion et vomit presque en voyant son contenu bizarre. Il crie, horrifié, avertissant que le conteneur est rempli d'organes humains prêts à être transportés. 3 jours passent, et nous voyons ce vieil homme pervers d'avant répondre au téléphone, très irrité, dans son bureau. En tant qu'investisseur, il crie furieusement en exigeant de savoir pourquoi ils lui ont caché les problèmes de la biotechnologie. Le dégoûtant homme chauve appelle un contact furieusement, exigeant que ce gavin soit éliminé pour de bon le plus vite possible. De l'autre côté, un homme fort sourit en disant qu'il avait déjà des comptes à régler et qu'il enverrait ses hommes bientôt. Pendant ce temps, au manoir, nous voyons que la structure principale a été renforcée pour résister même à un temps. L'entrepreneur informe le garçon aux cheveux noirs que la partie intérieure avec les hauts et la ventilation sera prête en seulement une semaine. Soudain, une femme d'âge moyen s'approche d'eux en se présentant comme tante Lou du comité de résidence. En souriant, elle demande aux nouveaux voisins de rejoindre le groupe du quartier, lui montrant un code à scanner. Le garçon sort son téléphone et accepte l'invitation sans imaginer que la femme montrerait bientôt son vrai visage. La voisine regarde les boîtes en carton des travaux de construction et dit qu'elle va entrer pour tout prendre pour elle maintenant. Le protagoniste bloque le passage, disant poliment que ce n'est pas pratique car ils sont en construction. Mais la femme insistante le pousse en le traitant de radin pour ne pas lui donner les déchets. Essayant d'être patient, il promet d'apporter les boîtes chez elle dans une semaine pour résoudre la situation. La vieille femme pète les plombs en criant que dans une semaine, le carton aura disparu et exige de tout prendre maintenant de force. La patience du héros est à bout et il change de ton, ordonnant à la femme de ficher le camp avant qu'il ne se fâche. Choquée par la réponse, elle met les mains sur les hanches, demandant pourquoi il insulte une dame. Son regard s'assombrit alors qu'il l'avertit que si elle ne disparaît pas, elle recevra une gifle bien méritée. La voisine s'enfuit effrayée mais crie qu'il regrettera d'avoir manqué de respect aux personnes âgées. Loin de là, le playboy Blonzac pose une mallette pleine d'argent sur la table devant un homme borgne. L'assassin avec un cache-œil sourit et dit que le groupe du Vaste Dragon est prêt à servir le jeune maître. La haine dans les yeux, Zack prévient que le travail est personnel et exige que Gavin disparaisse de ce monde pour toujours. Le tueur garantit qu'il est professionnel et promet que la cible disparaîtra aujourd'hui sans laisser de traces. Le playboy rit d'un air malicieux et dit qu'avec le pouvoir qu'il a, il peut écraser son rival comme un insecte. Pendant ce temps, les assassins arrivent à l'hôtel de luxe, où la cible séjourne dans la suite présidentielle. L'homme borgne dit à ses hommes de rester sur leur garde et d'encercler l'endroit pour ne pas laisser le garçon s'échapper. Avec un sourire cruel, le chef les avertit d'y aller à fond car il ne veut pas d'erreur dans cette mission importante. À l'intérieur, le garçon aux cheveux noirs se repose sur le canapé en pensant que depuis sa renaissance, tout se déroule selon son plan. Il s'étire les bras en calculant que dans 3 jours, la partie la plus importante du projet commencera. Soudain, ses oreilles captent un bruit suspect venant du couloir, brisant le silence de la nuit. Dehors, l'assassin avec le cache-œil éteint la lumière et se prépare à envahir la pièce sombre. Pensant que la cible dort, il défonce la porte et envahisse l'endroit, arme au poing. Le groupe se précipite, prêt à surprendre le gars au lit. En quelques secondes, la pièce est remplie de criminels armés fouillant chaque recoin de cette immense suite. Le chef s'arrête brusquement en remarquant que quelqu'un d'autre se trouve devant, leur barrant la route. Il pointe son arme et ordonne au sujet de rester où il est sans faire de mouvement brusque. Mais le grand gaillard sourit d'un air moqueur et pointe son doigt en retour, avertissant que c'est lui qui ne devrait pas bouger. C'est le combattant Biao qui se moque des envahisseurs en disant qu'il ne devrait pas être aussi négligent. L'homme borgne est surpris d'être confronté et réalise qu'il est peut-être tombé dans un piège. Le combattant lui rappelle que le dernier groupe qui s'en est pris au garçon s'est fait sévèrement battre et a même perdu son argent. Derrière lui, le protagoniste est assis calmement, comme s'il regardait un spectacle. En souriant, il dit qu'il savait que Zack ne laisserait pas passer ça et enverrait quelqu'un pour tenter de se venger. Le regard du garçon aux cheveux noirs devient sérieux alors qu'il les avertit que maintenant, ils comprendront à qui ils ont eu affaire. Le chef des envahisseurs pointe son arme sur le garçon et lui demande comment il ose encore être arrogant dans cette situation. Juste derrière, le combattant avec une crête iroquoise crie furieusement, demandant si le sujet est devenu fou pour parler comme ça. L'homme au cache-œil l'ignore et avertit avec un sourire cruel qu'aujourd'hui sera la fin du chemin pour notre protagoniste. Le grand gaillard à côté de lui semble perdre patience alors qu'il serre les dents, prêt à lancer l'attaque. Sans perdre plus de temps, les deux chefs avancent dans le couloir,
menant le reste du gang pour coincer la cible dans la pièce. Soudain, l'homme borgne s'arrête brusquement en sentant une présence étrange et ordonne à tout le monde de rester sur ses gardes immédiatement. Il pointe son arme vers une ombre devant lui, ordonnant à quiconque s'y trouve de ne pas bouger et de ne pas tenter de bêtises, mais une voix derrière lui dit que c'est lui qui ne devrait pas bouger tandis qu'un canon froid touche sa tête. À la surprise générale, le combattant avec la crête iroquoise a trahi le groupe et pointe maintenant le pistolet directement sur son ancien allié. Le chef est choqué de réaliser la trahison et crie désespérément qu'ils sont tombés dans un piège ennemi. Avec un sourire sadique, le traître donne l'ordre final à ses hommes d'en finir avec le groupe rival sur le champ. La fusillade commence intensément dans le couloir, les hommes du combattant tirant sans pitié sur les envahisseurs surpris. L'homme borgne tente de riposter en criant que le gamin a amené des renforts et ordonne à ses hommes de prendre leurs armes pour se battre. Le chaos s'installe, les balles fusent de partout tandis que le chef tente désespérément de survivre. Mais l'avantage est entièrement de l'autre côté, et les hommes du borgne tombent un par un sans avoir la moindre chance de se défendre. Coiné au sol, le chef des assassins fait face au traître et lui demande ce qu'il croit bien pouvoir faire. Le combattant sourit froidement et répond qu'il est venu accomplir sa mission qui est d'éliminer l'assassin envoyé par le playboy. Pendant que le massacre se déroule à l'extérieur, le garçon aux cheveux noirs se détend sur le canapé, satisfait que tout se passe comme prévu. Il s'étire les bras en pensant que dans 3 jours, la phase la plus cruciale de son grand plan commencera enfin. À ce moment, son téléphone portable vibre avec un message dans le groupe de l'université l'informant qu'il a été expulsé pour mauvaise conduite. Le professeur ne perd pas de temps et envoie un message dans le groupe traitant le gars de clochard au chômage devant tout le monde. Mais le garçon aux cheveux noirs riposte en révélant sur le champ que le professeur a une liaison secrète avec la femme du directeur de l'école. L'ami Potley reste bouche bée face à cette bombe et demande comment il a découvert un secret aussi scandaleux. De l'autre côté de l'écran, l'homme panique et a des sueurs froides, tandis que le jeune homme sourit en savourant sa vengeance. Il se souvient que dans sa vie passée, le professeur lui-même avait tout avoué lorsque la moralité humaine s'est effondrée. Désespéré, le traître ordonne à l'administrateur de supprimer le groupe et menace quiconque osera diffuser cette conversation. Riant aux éclats, le garçon Potley dit qu'il a déjà sauvegardé les captures d'écran et qu'il les publiera sur le forum de l'école pour que tout le monde les voie. Il regarde son ami avec admiration, réalisant que le garçon aux cheveux noirs a toujours un atout dans sa manche pour gagner. Mais l'ambiance s'alourdit vite quand il se souvient que le père du garçon pense toujours que son fils est devenu complètement fou. Le protagoniste garantit qu'après avoir réglé une dernière affaire, il prouvera la vérité à son père, quel qu'en soit le prix. La scène change pour un quartier résidentiel calme où de hauts immeubles entourent les rues sombres de cette nuit. Le duo arrive à destination et le compagnon se demande quel genre d'événement important pourrait se produire à cet endroit. Ils observent une maison moderne qui se démarque dans le quartier, semblant appartenir à une famille aisée. Cependant, à l'intérieur, la réalité est différente avec un homme ivre et violent tenant un objet lourd à la main. Dans un coin de la pièce, nous voyons une scène terrible où une petite fille est enfermée dans une cage comme un animal. Les yeux de l'ivrogne sont injectés de sang de fureur alors qu'il cherche quelqu'un sur qui passer sa frustration. La jeune fille fixe le monstre à travers les barreaux avec un regard qui mêle peur et courage provocateur. L'homme jette une bouteille vide par terre, faisant voler en éclats le verre dans toute la pièce sale et en désordre. Il crie, insultant sa fille, disant qu'il a déjà dépensé tout l'argent que sa mère a laissé en héritage. Attrapant les cheveux de la fille, il l'avertit qu'il la vendra pour avoir de l'argent pour boire avant de vendre la maison. Le père ivre tient sa fille par les cheveux et dit que sa mère est morte parce qu'elle ne lui a pas acheté d'alcool. Dans un acte de courage et de désespoir, la fille mord la main de l'agresseur avec force pour tenter de se libérer. Furieux de la douleur, l'homme lève le bras, prêt à battre la fille à mort sur le champ. Mais la porte de la chambre est défoncée par un coup de pied puissant qui vole directement sur le monstre. L'impact est violent et le père violent est écrasé par le bois tandis que les héros envahissent les lieux. Il se relève, abasourdi, et regarde fixement les intrus en demandant qui ose envahir sa maison comme ça. Le garçon aux cheveux noirs regarde la fille et trouve ça étrange car dans sa vie passée, il n'a jamais entendu parler d'un enfant ici. Il reconnaît l'homme comme un futur méchant qui obtiendra des pouvoirs spatiaux dans l'apocalypse. Dans l'autre vie, le scélérat a volé les provisions du gouvernement, laissant une ville entière mourir de faim. Son destin fut cruel, il fut dévoré par un démon de glace, emportant les ressources avec lui dans la tombe. Le garçon se rend compte qu'il est arrivé au moment exact, car un peu plus longtemps et le méchant aurait achevé la fille. L'ivrogne pense qu'ils sont des trafiquants et négocie le prix de sa fille, disant qu'elle est jolie comme sa mère. Le garçon Potley perd la tête en entendant ça et le pointe du doigt, traitant l'homme de bête sans cœur. Les yeux grands ouverts de rage, il crie que le sujet est pire qu'un porc pour vendre sa propre fille. Le père ignore les insultes et pointe une bouteille, accusant le duo d'être les vrais criminels ici. Indigné, l'ami nie être un trafiquant et demande où il a l'air de quelqu'un qui ferait ça. L'homme charge, bouteille à la main, promettant de fendre la tête du garçon Potley en deux. Un coup de feu résonne dans la pièce et l'agresseur est touché à la jambe, tombant au sol avant de pouvoir attaquer. Le garçon aux cheveux noirs sourit fièrement et loue la précision de son ami qui tient l'arme encore fumante dans ses mains. L'arme à la main, le garçon Potley avertit sérieusement qu'il ne laissera pas un scélérat comme sa scène tirer impunément.
À ce moment-là, la fille attrape une bouteille et frappe le père, qui est distrait, de toutes ses forces à la tête. Le garçon potelé écarquille les yeux de choc, incapable de croire à l'attitude violente de la petite. L'homme met sa main sur la blessure saignante et crie furieusement en promettant de l'achever. Mais la jeune fille ne recule pas et utilise le goulot de bouteille cassée pour frapper le monstre une fois de plus. Tombé au sol, le père essaie de ramper tout en menaçant d'écorcher vive sa propre fille. Les yeux remplis de haine, elle lève la bouteille, prête à attaquer à nouveau sans crainte. L'ami essaie d'arrêter la tragédie, mais le garçon aux cheveux noirs le retient en lui disant de la laisser continuer. Puis la fille décharge toute sa fureur accumulée, frappant le père abusif à plusieurs reprises. Le protagoniste sait qu'elle a besoin de libérer cette haine refoulée pour ne pas devenir folle plus tard. Finalement, l'homme cesse de bouger et la fille se tient, tremblante, au-dessus de son corps. Le garçon potelé a peur en voyant qu'il est mort, mais le protagoniste dit froidement que ce méchant le méritait. Vérifiant l'heure, le garçon aux cheveux sombres demande à son ami de nettoyer la fille et de la calmer un peu maintenant. Pendant ce temps, il monte sur le toit et observe des lumières mystérieuses tomber du ciel sombre au-dessus. Souriant, il réalise que la grande opportunité avant la fin du monde est enfin arrivée. Une lumière dorée enveloppe son corps et il célèbre l'obtention du pouvoir qu'il désirait tant. Maintenant, son esprit accède à un espace dimensionnel gigantesque parfait pour stocker beaucoup de nourriture. De retour à la réalité, il entend le son des sirènes s'approcher rapidement de là. Regardant en bas, le protagoniste voit une voiture de police se garer juste devant. Un homme chauve menotté pointe le bâtiment, informant les policiers que la scène de crime est là. Les officiers dégainent leurs armes et se préparent à envahir les lieux et à arrêter tout le monde à l'intérieur. On voit la fille, maintenant propre et portant de nouveaux vêtements, ressemblant à une personne totalement différente d'avant. Le garçon potelé sourit et commente qu'après un bon bain, la petite sœur s'est révélée être une enfant très mignonne. Mais l'ambiance change lorsque l'homme chauve crie pour avertir que les autorités ont encerclé le bâtiment et sont sur le point d'entrer. Soudain, le corps du père mort sur le sol se met à briller intensément, laissant l'informateur en panique totale. En quelques secondes, le cadavre se dissout en particules de lumière et disparaît complètement sans laisser de traces ni de preuves. Le garçon aux cheveux sombres, gardant son sang-froid, avertit ses amis de ne pas paniquer car fuir n'est plus la meilleure option. La porte est défoncée violemment et les policiers envahissent la pièce en pointant leurs armes et en criant que personne ne bouge. Avec un regard sérieux, l'officier balaie la pièce du regard, pistolet en main, exigeant de savoir où est le propriétaire de cette maison. Le policier fronce les sourcils, irrité, cherchant le suspect qui a été signalé mais ne trouve personne de mort sur place. Confus et en sueur froide, l'homme chauve essaie d'expliquer que l'homme a disparu, mais ses paroles semblent être de la folie à ce moment-là. Ignorant le fou, le policier se tourne vers le duo d'étudiants et demande ce que des garçons font dans un endroit pareil. Le protagoniste active son mode acteur et ment, disant qu'il est un cousin éloigné venu simplement rendre visite à son parent pauvre. Le garçon potelé essaie de dissimuler sa nervosité et se présente comme un camarade de classe venu accompagner son ami pour la visite. Méfiant, l'officier s'accroupit à la hauteur de l'enfant et lui demande gentiment de ne pas avoir peur de parler. La fille le regarde avec ses grands yeux innocents et répond d'une voix faible que son nom est Sixi. Puis l'homme pointe son doigt vers le garçon aux cheveux sombres et pose la question fatidique, voulant savoir si elle connaît vraiment ce garçon. Le temps semble s'arrêter pendant que tout le monde attend la réponse de la petite, qui pourrait envoyer les deux en prison maintenant. À la surprise générale, elle confirme le mensonge en disant qu'il est son cousin et que sa mère avait déjà parlé de lui. Le garçon potelé expire, soulagé, essuyant la sueur de son front et chuchote qu'ils doivent sortir de là aussi vite que possible. Mais le garçon aux cheveux sombres ignore la précipitation et se tourne vers l'orpheline, lui demandant si elle aimerait partir avec eux. La fille acquiesce de la tête et le garçon l'avertit qu'elle peut venir tant qu'elle n'est pas un poids mort pour le groupe. Puis il demande sérieusement si la petite sait préparer des nouilles instantanées, car c'est une compétence vitale. Les yeux brillants, elle serre les poings et dit avec enthousiasme qu'elle est une experte en la matière, détendant l'atmosphère. Satisfait de la réponse, le garçon aux cheveux sombres sourit et dit à tout le monde de partir avant que d'autres problèmes n'apparaissent. Dans la rue, le garçon potelé se plaint d'avoir faim et suggère de manger un ragoût épicé pour se détendre après tant de tension. Plan sur un manoir luxueux où le panneau avertit qu'il ne reste que 3 jours avant l'apocalypse de glace. Dehors, l'ami tremble de peur, disant qu'il ne se sent toujours pas prêt à affronter son père. Le protagoniste pose sa main sur son épaule et dit qu'ils doivent convaincre le vieil homme aujourd'hui, coûte que coûte. À l'intérieur, un homme moustachu lit un journal et met les garçons à la porte en disant qu'il n'a pas le temps d'écouter des bêtises. Le fils insiste désespérément, avertissant que la fin du monde approche et qu'ils doivent se préparer rapidement. Mais le père ne se soucie que de son thé et leur crie de dégager parce qu'il interrompt son moment. Soudain, la main du garçon passe au-dessus de la tasse, qui disparaît en un clin d'œil, ne laissant que la soucoupe. L'homme à lunettes écarquille les yeux, confus, cherchant sa boisson qui a mystérieusement disparu de la table. Souriant, le garçon aux cheveux sombres explique que ce n'était pas de la magie, mais le super pouvoir qu'il a essayé d'expliquer avant. Le vieil homme croise les bras, sceptique, disant qu'il a vu de nombreux tours de passe-passe et qu'il ne se laissera pas avoir par ce baratin. À bout de patience,
le héros décide d'être plus radical et fait briller tout le canapé de cette mystérieuse lumière bleutée. En un instant, le meuble disparaît, et le père tombe sur les fesses par terre, hurlant de peur face à la chute soudaine. Le garçon le regarde d'un haut avec un sourire victorieux, demandant si maintenant l'oncle croit enfin à ce qu'ils disent. Même au sol, l'homme têtu ajuste ses lunettes et dit qu'il refuse de croire que deux gamins ont réussi à le tromper. Alors le protagoniste tend à nouveau la main, prêt à montrer que ses pouvoirs sont bien réels et dangereux. Le père tombe assis sur le sol dur, regardant les deux garçons sans comprendre comment le canapé a disparu soudainement. En sueur froide, il ajuste les lunettes sur son visage, essayant de réaliser qu'il vient de tomber sur les fesses par terre. Tous les trois fixent l'espace vide dans la pièce où se trouvait auparavant un meuble lourd qui a disparu dans les airs. Le vieil homme crie de panique, confirmant que l'objet a disparu. Le garçon aux cheveux sombres demande en souriant s'il y croit maintenant. Pour vérifier s'il ne rêve pas, le père assène une forte gifle sur la joue du garçon potelé qui se tient à côté de lui. L'ami se tient le visage rouge sans rien comprendre et demande pourquoi diable il s'est fait frapper gratuitement comme ça. L'homme écarquille les yeux et crie que c'est réel parce qu'il a senti sa main lui faire mal en frappant le visage du garçon. La scène change, montrant le ciel bleu et l'avertissement qu'il ne reste que 2 jours avant l'apocalypse glaciale. Sur le téléphone, on voit une notification bancaire confirmant le virement d'une somme d'argent absurde. Le garçon potelé manque de tomber à la renverse en voyant que le père de son ami a vraiment envoyé 700 millions sur le compte. Le garçon aux cheveux sombres prend les commandes et ordonne à son ami de se concentrer sur l'achat de vêtements pour temps froid et de provisions pour survivre. Pendant ce temps, on voit l'imposante façade du manoir, qui a été rénovée pour servir de forteresse à la fin du monde. Le protagoniste parcourt les couloirs, vérifiant si la construction et la rénovation se sont déroulées comme il l'avait demandé. Avec un sourire approbateur, il loue le travail de l'entrepreneur, disant qu'il était très satisfait de tout. Le responsable des travaux ajuste ses lunettes et admet que c'était le projet le plus difficile qu'il ait jamais réalisé. Il garantit qu'avec des provisions suffisantes, on peut vivre enfermé dans cette maison jusqu'au jour de sa mort. Le garçon serre la main du constructeur et promet de virer le paiement final aussi vite que possible. Avant de dire au revoir, le garçon aux cheveux sombres avertit l'homme de faire des réserves de nourriture et de ne pas quitter la maison dans les jours à venir. Le constructeur est confus par l'avertissement et demande en riant si un super typhon approche. Souriant, il accepte de se reposer un peu, car il a trop travaillé sur ce projet fatigant dernièrement. Puis plusieurs camions arrivent au manoir, apportant des tonnes de fournitures essentielles pour la fin du monde. L'ami potelé déclare fièrement qu'il n'a acheté que les articles les plus chers et de la meilleure qualité sur le marché. Heureux de la nouvelle, le garçon aux cheveux sombres ordonne que tout soit déchargé dans la villa pour qu'il puisse le stocker dans son espace dimensionnel. Une voisine âgée et son petit-fils observent le mouvement avec curiosité, demandant s'ils vont ouvrir un supermarché ici. Le garçon pointe une boîte de bonbons et commence à faire une crise, exigeant que sa grand-mère lui donne une sucette. Sans respecter la propriété d'autrui, la femme soulève son petit-fils pour qu'il puisse atteindre la boîte de friandises. À ce moment-là, le compagnon court vers le protagoniste avec un air inquiet, l'avertissant qu'un gros problème est survenu. Désespéré, il se plaint de ne pas pouvoir dépenser tout l'argent car il reste encore une somme absurde sur le compte. Le garçon aux cheveux sombres résout facilement le problème et envoie son ami aux grands entrepôts de céréales pour acheter tout le stock disponible. Il se souvient que dans le futur, ces céréales seraient volées par des méchants et décide d'étouffer le mal dans l'œuf dès maintenant. Un employé s'approche, avertissant qu'ils ne peuvent pas livrer les marchandises car une dame bloque le passage. La scène montre le petit-fils mal élevé piétinant les boîtes fragiles pendant que la grand-mère essaie d'ouvrir l'emballage. Le protagoniste arrive, furieux, demandant ce qu'il croit faire en touchant à ses affaires. Avec la plus grande audace, la femme dit que le petit-fils voulait juste un bonbon et qu'il ne devrait pas se soucier de broutilles. Le garçon fixe la voisine envahissante d'un regard glacial, désapprouvant totalement cette attitude intrusive et inconsciente. Elle pointe son doigt vers son visage en disant que les jeunes ne devraient pas être avares et que le bonbon sert d'excuse. La vieille femme en profite pour exiger qu'il laisse toutes les boîtes en carton à sa porte pour qu'elle les vende plus tard. Perdant patience, le héros pointe la sortie et crie, ordonnant à la femme de disparaître de sa vue immédiatement. Ignorant la réprimande, le gamin gâté célèbre en brandissant la sucette géante qu'il vient de voler dans la cargaison de quelqu'un d'autre. Furieux du manque de respect, le garçon aux cheveux sombres crie, exigeant que la femme enlève ce garçon de la boîte sur le champ. Le gamin tire la langue en se moquant du héros et dit qu'il le détruira au nom des monstres. Le garçon serre les poings avec une expression terrifiante et l'avertit qu'il a intérêt à descendre, de gré ou de force. La grand-mère s'interpose, pointant son doigt vers son visage et lui criant de rester loin de son précieux petit-fils. Mais le garçon perd l'équilibre sur la boîte et tombe sur les fesses par terre, pleurant bruyamment et prétendant s'être gravement blessé. La vieille femme court désespérément pour ramasser l'enfant et accuse le garçon aux cheveux sombres d'avoir blessé le garçon exprès. Avec un sourire froid, il dit que c'est bien fait pour lui et qu'il devrait apprendre à ne pas toucher ce qui ne leur appartient pas. Loin de là, les deux filles prétentieuses observent tout et commentent que le garçon est devenu fou de dépenser autant d'argent comme ça. L'ami aux cheveux bleus dit que stocker de la nourriture par cette chaleur est une stupidité car tout va pourrir avant qu'il ne le consomme.
La rousse est d'accord et propose à l'autre d'aller au salon de beauté, garantissant que Zach s'occupera bientôt du problème. Un jour avant l'apocalypse, on voit le parc logistique sous un ciel bleu clair qui n'indique pas le danger imminent. Le garçon potelé l'informe qu'il a déjà dépensé tout l'argent en achetant 5 granges entières de céréales pour leur stock. Le garçon aux cheveux sombres sourit, satisfait, et dit que maintenant tout ce qu'il reste à faire est d'aller chercher l'ami timide et de récupérer les céréales pour finir. Il trouve la fille en train de travailler dur et elle dit joyeusement qu'elle a été promue superviseur d'entrepôt. Le garçon l'avertit que son travail ici est terminé et qu'elle doit démissionner immédiatement pour partir avec eux. Mais avant de partir, il lui demande une dernière faveur très importante qui garantira le succès du plan de survie. Avec un regard sérieux, il lui murmure à l'oreille, demandant les clés de l'entrepôt principal pour s'y introduire la nuit. La jeune femme est surprise par la demande audacieuse mais accepte d'aider, faisant entièrement confiance à l'ami qui l'a sauvée. Pendant ce temps, le garçon potelé observe tout, admirant sa loyauté et l'audace du garçon aux cheveux sombres à risquer autant. Le protagoniste explique qu'il doit prendre les céréales avant que les méchants du futur ne mettent la main dessus. Avec les clés garanties, il se prépare pour la dernière étape du plan avant que le monde ne gèle pour toujours. Au cœur de la nuit, la fille est surprise de voir le garçon aux cheveux sombres là et lui demande ce qu'il fait à cette heure. Le garçon lui demande d'attendre à l'intérieur de l'entrepôt et l'avertit de ne parler à personne de leur présence. Avec un regard intense, il renforce sa demande, exigeant un secret absolu sur ce qui va se passer maintenant. Il l'avertit que ce qu'il va faire pourrait être choquant, mais supplie la jeune femme de ne pas faire un seul bruit. La fille rougit et acquiesce de la tête, promettant de rester silencieuse et d'obéir à son ordre sans faute. Ensuite, le groupe inspecte les gigantesques piles de boîtes, contenant toute la nourriture stockée sur place. Le protagoniste informe le chef d'entrepôt que ces hommes prennent le relais maintenant, renvoyant l'ancienne équipe. L'homme remet les clés des autres entrepôts et leur dit au revoir, leur demandant d'appeler s'ils ont besoin de quelque chose. L'endroit étant vide, le garçon aux cheveux sombres regarde son ami et sourit, avertissant que le moment d'agir est enfin arrivé. Tendant la main, il active son pouvoir et ordonne au système de tout collecter devant lui maintenant. Une lumière bleutée enveloppe l'environnement pendant que la capacité spatiale commence à aspirer les provisions. Les boîtes disparaissent à une vitesse record, laissant l'immense entrepôt complètement vide en quelques secondes. Les deux observent l'espace maintenant désert, impressionnés par l'efficacité de son pouvoir de stockage. Soudain, le directeur revient en courant car il a oublié quelque chose d'important et se dirige vers la porte ouverte. En entrant, il ajuste ses lunettes et manque de tomber à la renverse, voyant que l'endroit est totalement propre et vide. L'homme entre en état de choc, se demandant s'il hallucine car une montagne de nourriture a disparu de nulle part. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux sombres se dirige vers une autre porte verrouillée et frappe légèrement, l'avertissant qu'il est déjà là. La fille ouvre la porte timidement et sourit, soulagée de voir que le garçon est venu la chercher comme il l'avait promis. Il explique avec enthousiasme que son espace fige le temps, gardant même des nouilles chaudes fraîches pendant des siècles. L'ami demande si le temps y est nul et le héros dit qu'il doit encore mieux rechercher les détails. Souriante, elle court pour rattraper le groupe tandis que le garçon marche calmement dans le couloir. Ils arrivent devant une autre pile géante de provisions, prête à être collectée maintenant. Tendant la main, le garçon aux cheveux sombres libère son énergie bleutée pour aspirer tout ce stock précieux. En un instant, les étagères se vident et la marchandise disparaît comme par magie. La fille met ses mains sur sa bouche, en état de choc total, incapable de croire au miracle qu'elle vient de voir. Souriant, il confirme l'exploit pendant qu'elle demande, effrayée, comment tout a disparu si vite.